RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le grand, le seul, l'unique Johan Durand, le maître Yodu qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va, t'es en forme? Impeccable, ça galope, ça va, ouais, ça roule. Ça regalope alors? Ça regalope, mais par contre j'ai remis la petite laine, hein. Ouf, ça y est. Ah oui. On commence à avoir froid là, on commence à préparer les courses d'automne. Ça sent l'hiver. On vient de voir. Ça sent presque les crosses bientôt. T'as raison, à Paris c'est le mois de septembre le plus froid depuis 40 ans. Ah ouais? Ah ouais. Bah, tu vois. J'ai même couru en Même à survêt Bergerac. pour tout te dire, tu te rends compte? La honte. Non mais ouais. La Eh honte. bah oui, c'est les courses d'automne qui arrivent, ça y est, c'est fini l'été. Exactement. Écoute, on est ravis d'être avec toi, on est ravis d'accueillir Seb Cornette, notre pote, évidemment, conférencier, vous le connaissez, il est venu plusieurs fois, il est enseignant à la clinique du coureur. C'est le fondateur de l'école de trail surtout, salut Seb. Salut Benoît, salut Yodu. En physique et en Salut. studio en plus, quel bonheur. Depuis le temps qu'on faisait des trucs ensemble, je m'étais dit c'est obligé, faut que je vienne Eh ben, on est à la ravis de maison. t'accueillir et de parler de ce thème qui avait cartonné, on l'avait fait ensemble il y a 2 ans. C'est un des épisodes Sache-le Seb qui avait le mieux marché, du coup on a décidé de faire un update, redonner les bons conseils qu'on avait donnés. Ouais. Et peut-être apporter un peu de nouveauté parce qu'il y a toujours des nouveautés. Toi, tu Ça es bouge. toujours à la recherche comme ça Ouais. de nouveautés dans l'entraînement. Je rappelle donc l'école de trail et ce best-seller que tu avais sorti, Moins courir pour mieux courir. Alors Exact. là, les gens, évidemment, le titre, ils avaient sauté dessus. Donc on va rappeler tous ces bons conseils. Il est toujours disponible le livre Il d'ailleurs. est toujours dispo. Alors dépêchez-vous parce que c'est les derniers livres parce qu'il y a un autre projet qui Et arrive. voilà, il y aura une réédition ou un truc. Il est Il y a malin un ce truc Seb. comme ça qui se couvre. Ouais. Bon, tu vas nous rappeler évidemment tous les bons conseils. Je précise qu'une magnifique opération démarre mardi dans RMC Running, vous le savez. L'opération Valencia, ça y est, on y est, Johan. Avec nos 4 champions d'exception qu'on va encadrer Ah, jusqu'à ils ce sont à magnifique marathon. Ils sont à fond. Je rappelle le casting. Laure Manodou, Nasser Boigny, Arnaud Clément, Anthony Mounier. Vous allez suivre leur péripéties sur 10 semaines. Donc ça va être fantastique. Rendez-vous mardi sur la chaîne RMC Running. Et puis on aura un bon plan matos, tiens, à la fin de cet épisode. On va mettre en avant la marque Androsport. La plupart d'entre vous ont du mal avec les gels pendant les courses. Et bien là, c'est une alternative, les compotes grâce à Andros. On sera avec Arnaud Rapp, le directeur général, et Xavier Ric qui développe la marque. Ils vont nous raconter comment ils se sont adaptés comme ça aux problématiques de la course à pied. Et on à fera la gagner compote. 3 packs semi-marathon Androsport. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va bousculer vos habitudes de course. RMC Running. Seb, démarrons par donner de tes nouvelles. Comment ça va? Un planning très chargé, donc l'école de trail, les conférences, l'entraînement d'athlètes aussi. T'as pas une minute à toi en fait. Ouais, c'est à peu près ça, mais c'est bon signe en fait. Ouais, c'est bon. Comme on dit souvent, on va pas se plaindre que tout fonctionne. Effectivement, école de trail décolle à un développement qui est inattendu. En tout cas, c'est super parce que les coachs qu'on a formés dans la France et dans l'Europe francophone ont beaucoup de succès. Donc du coup, on doit continuer à les accompagner. Donc école de trail grandit par ses formations et par l'accompagnement des coachs qu'on a labellisés. Ouais, je continue à donner aussi des cours et des conférences. Et puis, ouais, je suis aussi coach. Donc je fais du coaching individuel et comme j'ai une ouverture d'esprit qui fait que je m'occupe de gens qui sont insuffisants respirateurs jusqu'à certains athlètes élites, voilà, ça me donne un spectre hyper T'as un riche respect pour moi. immense. Ah ouais. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ma quête dans le coaching. Et ça vient remplir c'est vraiment la philosophie d'école de trail. C'est-à-dire où que tu sois, le trail pour tous et partout, c'est vraiment notre idée. Puis je fais du sport. À part aujourd'hui où je fais un aller-retour sur Paris, Ah ouais. et c'est ma seule journée. En même temps, je fais exprès de pas prendre le métro et je pense que je suis déjà à 10 km ce matin. Donc Ah, tu marches? ouais, je marche Bah beaucoup. voilà, c'est bien, Ouais, magnifique. Ah, bravo. Tu sens cet engouement grandissant pour le trail. On en a parlé ensemble. Johan a eu la chance d'y être à Chamonix pour l'UTMB. C'est la première fois qu'RMC Running se déplaçait à Chamonix pour cet événement mondial. On a été impressionnés par ce qui s'est passé. Johan, tu me racontais ça. Tu avais des étoiles oui. dans les yeux quand tu en parlais, tellement tu as aimé cette atmosphère et l'engouement populaire. Toi, ça fait des années que tu es dans le trail. Seb, est-ce que tu sens que ça grandit encore l'engouement autour de ça? Je sens que ça grandit et je sens qu'on est encore loin de la maturité de la Ah ouais. discipline. C'est ça le truc. Donc on est encore en plein développement, ouais. ça va continuer. On est encore en plein développement. Je Ouais. pense qu'on est à 30% des capacités de l'activité qui est fun, qui permet aux gens qui peut-être ne seraient pas mis à la course parce qu'il y a des idées reçues sur le bitume, par exemple. Si je cours sur le bitume, je vais me blesser. Voilà, il y a plein d'idées reçues sur la course à pied. Puis, même si j'ai énormément de respect et je suis moi-même pratiquant de course sur route, t'es pas esclave du chrono. Tu vois. Et souvent, je prends cet exemple, on est à Paris, tu vas au marathon de Paris, tu te mets sur la ligne d'arrivée,
tu regardes les filles et les garçons qui arrivent en 2h59 et tu regardes ceux qui arrivent en 3h01. C'est vrai. Hein. Et, Pas le même Ouais, sourire. c'est vrai, bien sûr. Bien et sûr. pourtant, et pour autant, ça se trouve, celui ou celle qui a fait 3h01 a fait une course merveilleuse, content. Enfin voilà, il y a eu tous s'est aligné. Celui ou celle qui a fait 2h59 en a chié, mais le chrono vient te punir c'est le ou coup te, près, ou ouais. te- ouais, exactement. Alors qu'en trail, même si évidemment il y a de la performance et on recherche la performance quelle que soit. Et d'ailleurs, moi j'aime bien rappeler que performance en vieux français ça veut dire accomplissement. Ouais. Donc pas uniquement le dédié au chrono ou à la place. Et en fait, à partir du moment où tu t'entraînes, tu veux être performant, tu veux être une meilleure version de toi-même. Et là, le trail te redonne ce goût à Ouais. ça. Et je pense qu'on est dans l'époque où on a envie de se reconnecter. Et il y a cet effet trail très fort qui arrive. Et vraiment, oui, c'est en développement, mais je pense qu'on est encore loin de la maturité. Et c'est marrant ce que tu dis parce que sache que nous, on s'y prépare psychologiquement, c'est pas facile. Mais Johan Durand sera bientôt en transition. Il est tellement amoureux du trail. Alors là, Il va quitter moi, le bitume, j'ai les hâte de chronos voir et tout ça. Il va aller déjà chercher tous les records de France vétérans. Master, pardon, excuse-moi, Yodu. C'est ça. Master, oui. Merci C'est pas de pareil. respecter. C'est pas pareil. Des gens mûrs de plus de 40 ans. Voilà, exactement. Et après, il va mettre des chaussures à picot et il va y aller, quoi, sur les sentiers. Et J'ai ça, hâte de ça le voir chauffe. ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai tellement hâte que... alors là, c'est cool parce qu'on a une jeune génération qui arrive très tôt dans le trail, donc ça c'est aussi bien, on va avoir des vrais trailers, tu sais, ceux qui Ouais. sont pas justement en fin de carrière, spécial dédié à Maître Yodu, mais j'ai hâte aussi de voir effectivement des athlètes comme Yodu et d'autres venir avec leur bagage d'athlète, venir dépoussiérer aussi, puis donner raison à la méthode école de trail, c'est-à-dire repasser par les fondamentaux. Eh oui, bien sûr. Cours, parce que ta vitesse de déplacement, même en montagne, elle est toujours dépendante de ta vitesse maximale. Mm. Hein, ok, ça c'est entendu sur la course sur route, un peu moins sur le trail. Alors heureusement, ça se démocratise. Et le discours que moi je porte aujourd'hui commence à être un peu plus entendu. D'ailleurs, c'est là où quand tu me demandais est-ce que tu vois le trail grandir, ben oui, parce qu'entre ce que je disais quand j'ai lancé la méthode et aujourd'hui, on sent que je choque moins, j'ai moins de Oui, temps bien que sûr. fracture bien de sûr. la rétine et puis qui comprennent qu'effectivement c'est de la course à pied en fait. Désolé pour cette dernière digression. Après, on y va, hein, Ouais. rassurez-vous. Mais c'est sûr que Johan sera fort sur du trail 20, 30, 50 km. Non, alors j'ai un biais parce que je sais que Yodu fait du renforcement et donc du coup il a dans son spectre d'athlète déjà ça en tête. Des abdos en Du coup, béton. alors il faudra pas que des abdos, Oui, mais ouais. en tout cas Parce il y a, que, ouais. le marathonien a cette particularité de faire quand même, ne serait-ce que dans sa pratique du marathon, il y a une grosse phase, et d'ailleurs souvent qu'on néglige, c'est la phase excentrique, la phase de freinage Ah oui. dans la foulée. T'as raison. Et en trail, le trail, ça se perd en montée, ça se gagne en descente, hein, et on peut le dire pour tout le monde. Et donc, du coup, le marathonien ou la marathonienne aura déjà ce travail d'excentrique qu'elle l'a fait ou qu'il a fait dans sa pratique. Après, il faudra juste le rajouter un peu plus. Et puis, moi, je pense qu'il pourrait être... Enfin, voilà, Un cœur de j'extrapole. bœuf, hein, quand même. Hein. Ouais, Donc, c'est... ouais. Donc, du coup, une fois qu'il aura... Alors, la problématique de Yodu et tous les coureurs, c'est d'accepter d'aller moins vite après sur la route. Ah oui. Et ça, c'est un deuil qui est souvent... Aïe, aïe, aïe. Qui est souvent... qui fait Qui que est les pas fait athlètes... par les coureurs, ouais. ouais, ils n'arrivent pas à le faire, donc du coup, ils ne performent pas comme ils pourraient ou ils devraient Ouais. Ils performer. optimisent pas leur potentiel sur trail. Ouais, parce qu'ils se disent, ah là là, mais je vais courir moins vite. Ouais. Ouais, inexorablement, puisqu'il y a des groupes musculaires. Bon, on prend tous de l'âge en plus, mais il y a aussi cette j'ai pas envie de perdre de vitesse. Donc, on voit que les coureurs sur route qui performent aujourd'hui en trail ont accepté Ouais, d'aller un exactement. peu moins vite. Retournons sur la méthode. Moins courir pour mieux courir. Je l'ai dit, ça avait cartonné dans RMC Running. Est-ce que ta vision, ton projet et ta façon d'entraîner a évolué depuis 2 ans ou est-ce que tu es toujours sur les mêmes fondamentaux? Alors, je suis à 95% toujours sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire de remettre au cœur de la préparation. Mais là, je vais même global, hein, ça s'appelle méthode école de trail, mais en fait, en vrai, ce qui a fait le succès de la méthode, d'ailleurs, c'est même mon groupe de marathoniens, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ouais. C'est je remets au cœur, quoi qu'il arrive, c'est les 3 piliers, le renforcement, parce que mes contemporains sont pas assez forts, et ça, c'est un constat factuel, hein, c'est pas une idée reçue. Le développement technique. Je pense, et je suis coach donc j'ai un biais, qu'on doit réapprendre à courir parce qu'on s'est désadapté, on passe beaucoup de temps assis, enfin voilà, même si on est fait pour courir, ça c'est une grande conviction de ma part, et puis les grands anthropologues ne peuvent que confirmer ça. Cependant, on s'est désadapté, donc on doit avoir cette partie technique. Puis après, le développement physiologique. Ça, c'est les 3 piliers de la méthode. Donc mes fondamentaux sont toujours là. Maintenant, là où ça, peut-être les 5% qui ont modifié depuis 5 ans,
ben, c'est 5% qui me donnent encore plus raison, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de papiers, de sciences qui viennent donner raison à cette vision de dire peut-être faites-en un peu moins, mais faites-en mieux, Ouais. et peut-être placer des choses que vous pensiez optionnelles. C'est-à-dire que c'est vrai, hein, les coureurs qui nous écoutent, ils nous ont pas écoutés il y a 2 ans et qui aujourd'hui nous écoutent vont dire ouais, moi le renforcement, c'est la première des trucs, j'ai pas le temps, c'est C'est l'excuse vrai. de j'ai pas le temps. C'est vrai. 2, j'aime pas ça, parce que Ouais. je m'ennuie. Ce que je peux entendre, et du coup bah moi je vends la méthode parce qu'en même temps que tu cours, je place Mm. du renforcement qui est toujours en corrélation avec tes intensités. Enfin voilà, il y a un truc où moi j'aime bien rappeler quelque chose, c'est que école de trail c'est jouer à courir, alors qu'on normalement c'est pas un jeu. Oui. Et ben nous on Ça, a c'est le grand truc de Yodu aussi. On joue au foot, on joue au basket, mais on joue pas à la course. Eh ça. ben Pas moi la j'ai course envie à qu'on pied. joue à Ouais. courir justement, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nos formations auprès des enfants marchent autant, c'est que on remet du jeu. Et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce qu'on pense à l'enfant quand on parle de jeu, mais il y a des grands dans la neuroscience qui démontrent que en fait si tu fais du jeu, même en ayant l'âge de Yodu, Ouais. eh ben tu apprends mieux. Donc même au Quand il y a niveau du ludique, c'est mieux. quand il y a du ludique, tu apprends mieux. Ouais. Et ça, c'est Intéressant. Ok. démontré. Et donc, du coup, voilà, les 5% qui aujourd'hui ont changé, Ouais. c'est 5% qui me donnent encore un peu plus d'élan. Parce que moi, je suis toujours impressionné, Johan, par. Vous, c'est autre chose, c'est une catégorie à part, les athlètes pros, mais par les coureurs et les volumes d'entraînement qu'ils s'infligent, notamment sur les prépas marathons qu'on a beaucoup encadrés. Tu vois plein de coureurs qui ont des chronos raisonnables, mais pas non plus exceptionnels, qui vont s'infliger, entre guillemets, 80, 90, 100 km semaine. Mm. Sachant que pour ces coureurs-là, vu les allures, c'est beaucoup de temps passé dehors à courir, parce que forcément, c'est plus long d'aller les atteindre, ces kilomètres. Et ça, c'est un peu la dérive qu'il y a sur les prépas marathons, Yodu. Ouais, bah, après, là, on parle des prépas marathons, mais c'est vrai que le débutant ou le coureur classique, c'est vrai que ce qu'il aime, lui, souvent, c'est simplement courir, tu vois. Il est persuadé, si t'as pas. Tu vois, moi, moi, je suis arrivé quand même à l'athlé relativement tôt, enfin, relativement tôt, mais à l'âge de 15 ans. Et donc, dans les catégories cadet, junior et tout, je suis tombé. Enfin, mon coach était quand même un mec qui te faisait courir, mais pas que courir. C'est-à-dire que je suis passé un peu par l'école d'athlète, donc il fallait faire du renforcement, il fallait faire de la PPG, il fallait faire de la technique course, il fallait faire des côtes, fallait faire et puis progressivement après on a mis la muscu en place quand j'ai eu 18 ans, etc. Et donc effectivement, moi j'ai toujours baigné là-dedans, donc pour moi c'est un processus qui me paraît logique de dire qu'en début de saison, avant de démarrer et d'avoir des objectifs, c'est d'avoir un corps fort et de faire des séances de renforcement, de PPG, d'escalier, de plio, de machin, de trucs, pour être capable d'encaisser justement ces gros volumes que tu vas mettre en place dans les prépas marathons. Et pour le coup, c'est vrai que le coureur débutant lambda, celui qui commence à courir à 35 ans après une carrière de footeux ou d'un autre sport et qui arrive sur la course comme on en voit beaucoup aujourd'hui, effectivement, lui, il faut qu'il prenne conscience que sa prépa marathon, elle est certes de 12 semaines, mais en vrai, il faut qu'avant et même pendant sa prépa, effectivement, il fasse attention à toute cette partie renforcement pour pas te blesser et récupération, que le volume, c'est pas l'apôtre non plus de la performance et que courir intelligemment, des fois, peut être meilleur que juste empiler des bornes, quoi. Tu dois le constater, toi, Seb. Ah, tellement. Et puis je suis vraiment heureux d'entendre Yodu dire ça parce que je connais son aura et sur la route et tout. Moi, ça me fait plaisir. Cependant, il a un biais parce qu'il a été bien coaché. Enfin, tu vois, quand j'entends que très jeune, son coach, ayant vu son potentiel, ne soit pas tombé dans les écueils que beaucoup de coachs d'athlètes, malheureusement, je fais une caricature, mais tombent. C'est-à-dire, je vois un jeune qui est fort, donc du coup, je le fais borner. Et puis, oui, il va être performant en cadet et en junior, et puis après, il disparaît. Il a 20 ans de carrière pro, Yodu. Et c'est ça. Mais moi, j'ai une reconnaissance en mon coach éternel pour ça. Tu vois, moi, je comprenais pas pourquoi je m'entraînais pas 10 fois semaine en cadet quand je voyais des mecs le faire et que du coup, ils étaient devant moi au championnat de France. Tu vois, je faisais 3, 4 parce que devant, les mecs s'entraînaient plus. Mais mon coach, il m'a toujours dit moi, ce que je veux, c'est que tu sois performant en senior, et pour ça, je lui suis reconnaissant parce que j'ai 40 ans et je kiffe encore courir quand tout le monde de ma génération a arrêté aujourd'hui. Ouais, ou est passé de blessure en blessure et arrêté sa carrière sur justement ça. Donc, c'est vrai on va pas se mentir et on va pas mentir aux auditeurs. Là, on a des biais. Moi, j'ai un biais parce que je me bats depuis 20 ans en disant qu'il faut faire de la force. Je parle même plus de renforcement. Je parle de force. On me prenait pour un fou. Puis aujourd'hui, la science vient de donner raison à ça. Et c'était des sensibilités parce que moi, j'ai un spectre aussi très large. J'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe française, j'ai fait énormément de sport. Et donc, du coup, dans ma préparation, dans le fait d'être coach, je me suis aussi, moi, beaucoup trompé en tant qu'athlète. J'avais un potentiel pour faire peut-être encore mieux. Je suis très fier de mon palmarès.
Cependant, si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, potentiellement Ouais, bien mon sûr. palmarès aurait été mieux. Et effectivement, c'est une bonne chose que parce qu'on s'adresse quand même, j'imagine, nos auditeurs sont plutôt des coureurs sur route. Mhm. Et c'est vrai que de par les réseaux sociaux, on empile les kilomètres, comme si c'était l'alpha et l'oméga. Et j'aime vraiment entendre Yodu dire ça. Non, moi, j'arrête pas de dire, attention, c'est pas le Graal, parce qu'à kilométrage équivalent, ça peut être une charge totalement différente. Et moi, je suis à peu près sûr qu'avec juste 60 km par semaine, Ouais. ça peut largement suffire, parce que la charge, elle peut être la charge. Donc la charge, je fais un petit rappel pour nos auditeurs, c'est le volume, mais aussi l'intensité de ce volume, Exactement. la complexité, la Exactement. spécificité et la monotonie. Ces 5 curseurs peuvent augmenter ou réduire la charge. Donc, tu vois, et là, il est midi. Si tout à l'heure, on va faire un jog tous les deux, toi, tu fais un jog versus moi, je fais une séance de qualité, on fait le même temps, ok, on va aller courir tous les deux 1 heure, peut-être toi, tu auras plus de kilomètres parce que tu auras été faire ton jog en continu. Moi, j'aurais fait du fractio et des exercices de renforcement, j'aurais moins de kilomètres. Pour autant, moi, je vais mettre 8 sur 10 à cette séance, donc je vais quantifier ma charge, et toi, tu vas mettre 2 sur 10 à ton jog. Ouais. Donc, on voit bien que même pour 1 heure, alors que toi, tu auras plus de kilomètres, moi, j'aurai une charge plus importante. Donc, effectivement, il faut casser. Et là, je suis un peu vindicatif, mais même les auditeurs qui font que de la course sur route et encore de surcroît du marathon, le kilométrage n'est pas l'alpha et l'oméga de Parce que l'entraînement. ce qu'on dit souvent, c'est que la clé d'une prépa marathon notamment, c'est l'endurance fondamentale. C'est toute la caisse à basse intensité que tu vas emmagasiner parce qu'on dit, entre guillemets, tu prépares ton moteur, tu fais baisser la fréquence cardiaque et ça va te servir. Tu auras une capacité, une caisse le jour de la course qui te permettra de limiter l'augmentation rapide de cette fréquence cardiaque. Je vulgarise un peu, parce que ce n'est pas lié à des études. Quand toi, tu dis je baisse le volume, tu ne baisses pas l'intensité, donc c'est automatiquement l'endurance fondamentale qui est rétrécie pour toi, qui est raccourcie? Non. Et puis, alors, il y a deux choses que tu évoques indirectement, mais c'est en fait, quand on parle d'ailleurs d'intensité, en fait, en vrai, il faut aussi rappeler une chose, c'est que Yodu, son marathon ne fait pas la même intensité que. Je vais citer Martine parce qu'elle est dans mon livre et qu'elle existe vraiment. Ok, elle a fait On l'embrasse, Martine. Voilà. Et puis, elle a bercé la jeunesse de nombreuses petites filles. Donc, à la plage, Martine à la danse. Voilà. Mais en tout cas, pour parler aux coureurs médians de marathon, sur les 5 majeurs, le temps médian c'est 4h15. Donc pour parler à ces coureurs-là, ils vont être en I1, I2, tu vois, en intensité, alors que Yodu il va être en I3, même de temps en temps en I4. Ouais. Donc c'est aussi, il faut voir le spectre de ton entraînement par rapport au temps que tu vas passer à faire ta course. C'est pas vrai que tu peux faire en I3 si tu mets 4 heures au marathon. Donc déjà, en disant que c'est l'endurance fondamentale, oui, mais certainement pour certains, l'endurance fondamentale, c'est leur allure course. Déjà, ouais. C'est déjà leur allure Ouais, course. déjà. Donc, pour répondre concrètement à ta question, c'est pas uniquement mon endurance fondamentale qui va changer, parce que moi, au contraire, je vais peut-être pouvoir garder mes jogs classiques, mais c'est mes séances de qualité. Dans mes séances de qualité, par exemple, on prend une séance un peu classique, c'est les 10x400 là, qu'on fait là. Et moi, sur les 10x400, je demande de l'I5, donc de la puissance aérobie ou de la VMA, mais la récupération, ce sera des squats. Et peut-être que j'en ferai pas 10, j'en ferai que 8 ou 7. C'est l'horreur. Mais du coup, la réponse physiologique là, si je dois aller plus loin, si j'en fais 7 à 100% de VMA avec des squat jumps par exemple, ma réponse physiologique est équivalente à si j'en avais fait 11 ou 12. Donc ça donne raison au titre du livre, moins courir pour mieux courir. Ouais. J'ai la réponse physiologique que je voulais, avec une contrainte musculaire qui fait que développer la force, c'est une chose, mais la développer pour qu'elle soit transférable à la course à pied, c'en est une autre. Voilà. Et donc, du coup, réussir à coupler ça. Moi, c'est plutôt, est-ce que dans certains moments de la préparation, je vais inclure du renforcement dans mon endurance fondamentale? La réponse est oui. Mais aussi, dans mes séances de qualité, je vais pouvoir le placer. Ça ne veut pas dire que toutes les séances sont comme ça. J'essaie de rassurer les auditeurs. Mais en fait, ça veut dire que, à nouveau, je reviens sur mon exemple. Un athlète qui fait que 60 km, mais qui s'est tapé... excusez-moi du terme, 3 ou 4 séances, et sur ces 3 ou 4 séances, il y en a eu au moins la moitié où il y avait du renforcement mêlé. Je ne parle même pas de renforcement additionnel. Et là, j'aurais une charge qui sera largement équivalente à si j'avais fait 100 ou 110 km. Alors, ce qui fait peur aussi aux gens, c'est l'inconnu. C'est que courir, on sait ce que c'est, les séances, on les connaît. En revanche, partir sur du renfort spécifique, là, ça fait peur parce qu'il faut des petites notions et on ne peut pas y aller forcément tout seul comme ça. Mais moi, je pense à des coureurs confirmés, réguliers, qui ont une espèce de plafond de verre sur certains chronos. Tu parlais tout à l'heure de la barrière des 3 heures au marathon, la barrière des 3h15, 3h30. Pour toi, quand on est déjà au taquet comme ça de ces possibilités aérobie, entraînement et tout, le renfort, ça peut te permettre de briser ces plafonds de verre, du coup. En fait, ça va te faire progresser. Ouais, j'ai envie de te dire aussi. oui, mais si je dis oui,
les gens qui font pas ces temps-là vont dire, bah, du coup, moi, je fais pas ça, donc j'ai pas envie d'en faire. Je vais essayer de retourner ta question en essayant d'y répondre. C'est dire, moi, en fait, je veux des hommes et des femmes qui soient forts dans la vie de tous les jours. Ok. Ouais. Là, on est dans les bureaux d'RMC, il y a plein de gens assis. Moi, j'aimerais qu'ils fassent du renforcement un peu plus parce qu'ils passent beaucoup de temps Ils sont pas assis. tous gainés, hein, je te rassure. C'est ça. Donc, Ils sont pas assis sur des Swift Balls. c'est ça. Et puis peut-être que tout à l'heure, à la pause de midi, eux, ils vont aller manger plutôt que d'aller faire du renforcement. Bref, en fait, j'ai envie de dire que tous nos contemporains, 99% de nos contemporains ont tout intérêt à faire du renforcement. Ça, même si là, ce midi, j'ai pas le temps pour aller faire mon jog versus j'ai du temps pour aller faire du renforcement, dans tous les cas, il faut mieux choisir le renforcement. Parce que le renforcement, le développement de la force aide à être plus endurant. Alors que l'endurance, tu sais, quand tu disais, et c'est très juste, hein, je ne sais pas, donc je n'y vais pas. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on s'est aussi désadapté à la course à pied, donc on croit savoir courir, T'as raison. mais on ne sait pas. T'as raison. Donc c'est pareil, quelqu'un qui va débuter, l'erreur principale, c'est d'aller faire Trop vite. 30-40 minutes avec son jog, alors qu'en fait, il devrait commencer par 3 fois 3 minutes, avec 3 minutes de jog et 1 minute de marche, voire s'il est totalement débutant, totalement sédentaire, qui fait aucun sport, et ben, il faudrait qu'il commence par 1 minute de course, 1 minute de marche. C'est quand tu dis ça aux gens, la plupart du temps, t'es pas entendu. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est fondamental. Donc, je sais pas si j'ai complètement répondu, mais Ouais. tout ça pour dire que oui, le renforcement peut aider à améliorer la performance chronométrique, c'est une certitude, mais il faut pas qu'elle soit vue comme une option, justement. Ouais, je Et comprends. la difficulté si je répondais oui concrètement à ta question, ça voudrait dire que tous ceux qui font plus de 3h15 ou 3h30, ils diraient bon, bah, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, ben, je vais être même plus vindicatif, c'est presque plus ceux qui vont le moins vite qui en ont plus besoin, parce que potentiellement, ils sont peut-être moins forts que Ouais. les élites. Et puis après, certains élites, quand ils font voir qu'ils en font, les gens sur les réseaux sociaux se disent ah bah c'est une option pour eux et moi ça m'intéresse pas parce que je ne suis pas dans cette Oui. catégorie. Et moi, j'ai pas le temps. Et C'est etc. ça. Donc Toujours comme j'ai pas le l'excuse, temps, ouais. je préfère aller courir. Ouais. Et moi je dis ben pendant que tu cours, peut-être arrête-toi toutes les 3 minutes et Ouais. fais des exercices de renforcement. Alors là il y a un point aussi qui est fondamental, c'est quand tu convaincs les gens de faire du renforcement, même s'ils ont des années derrière eux de marathon, faites des choses déjà très basiques. Faites de la chaise, par exemple. Allez pas m'inventer des box jump là, comme si c'est parce que c'est très spécifique et très complexe, sauf que c'est très stressant. Et du coup, là, tu risques de me donner tort et Ouais. du coup de te blesser et dire bah tu vois, je suis pas fait pour le renforcement. Dans un instant, tu vas nous donner les bases simples justement du renfo pour le coureur. Mais déjà, comment on établit sa semaine quand on t'écoute comme ça? On se dit, moi, je suis plein de bonne volonté, j'ai envie d'écouter les conseils prodigués par le grand Seb Cornette. Comment Les gens qui me connaissent, ils savent que c'est pas vrai. Hein. Non, mais ton ratio charge-récupération sur une semaine, comment tu construis ta semaine pour un athlète? On l'a dit, ton spectre est immense. Ouais. Pour quelqu'un qui est vraiment limité dans sa pratique sportive, jusqu'à l'athlète qui est costaud. Comment toi, tu construis ta semaine alors? Alors déjà, je vais casser une idée reçue, c'est que je parle pas en semaine, je parle en microcycle. Et un microcycle, ça va de 2 à 14 jours. Et trop souvent, je m'excuse, hein, mais trop souvent, les plans d'entraînement sont faits sur 7 jours. C'est vrai. Et Parce que c'est comment dire, c'est un lieu commun, c'est pratique. Ouais, voilà. Mais en fait, justement, moi, pour répondre à ce lieu commun, c'est de dire, moi, je t'empêche pas d'avoir, allez, tu t'entraînes 3 fois dans la semaine. Alors, si tu fais du marathon, on essaie de trouver une 4e fois quand même, s'il te plaît. Ne serait-ce que pour ta santé. Et 20 minutes, ça compte, déjà, je referme ça. Mais en fait, quand on parle de microcycle, c'est combien de séances de qualité. Et quand on parle de qualité, c'est des intensités au moins I3 ou du renforcement qui peut être de la qualité. Donc, il faut que tu en places au moins 2 ou 3 en fonction du cycle dans lequel tu es. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont une vie professionnelle, une vie de famille, une vie sociale qu'ils veulent pas, qu'ils veulent garder, donc en gros, qui font partie des 95% des gens, ben peut-être au lieu d'avoir un microcycle de 7 jours, gardez vos rendez-vous par exemple mardi, jeudi, week-end, mais arrêtez de faire intensité VMA courte le mardi, VMA longue ou seuil le jeudi, puis sortie longue le week-end. Répartissez ces séances-là sur plutôt 14 jours. Et si vous vous trompez, bah, ça sera moins grave de se tromper comme ça, c'est-à-dire en prenant un peu plus de temps de récupérer. Parce que tu as parlé d'une chose, c'est qu'une fois qu'on a fait une séance, c'est facile, hein, Yodu pourrait le confirmer, de faire une séance dure. Bon, elle nous fait peur sur le papier, puis une fois qu'on l'a fait, on est content. Mais en fait, le plus important, c'est pas de la faire, la séance. C'est de récupérer de C'est de la celle-ci digérer. pour que le corps, une fois qu'on a, je vais employer des termes un peu scientifiques, mais une fois qu'on a perturbé l'homéostasie du corps, bah, après, il va falloir que lui s'adapte. Et s'il ne s'adapte pas, bon, bah, tu vas creuser plutôt que de construire. Et l'entraînement, c'est construire plutôt que de creuser. Donc, je reprends ta question, c'est de dire, bah, sur mes 14 jours, je veux qu'il y ait 3 séances de qualité. Et sur ces 3 séances de qualité, moi, j'aime bien conseiller qu'il y en ait 2 à pied, parce qu'on est quand même des coureurs, ok, et puis une
où il y a du renforcement, où il y a que du renforcement. Mm. Et puis après, je fais des séances de remplissage ou d'aérobie. Et je garde toujours mon mardi, jeudi, week-end. C'est pas un problème. Mm. Puis j'ai une quatrième fois parce que je conseille à tout le monde d'avoir 4 temps au minimum dans sa semaine. D'ailleurs, je rappelle qu'en dessous de 3 entraînements, on parle plus d'entraînement. Il peut pas y avoir d'adaptation. Mais quand on s'engage sur du marathon ou du Il trail, n'y a plus de régularité, quoi. Tu mais peux c'est plus c'est aider ça. ton corps à Exact. assimiler, à progresser. C'est qu'en fait, tu envoies des stress sur l'organisme, Mm. mais comme il a un peu trop récupéré, ben, en fait, tu te maintiens. Mm. Donc, 3, c'est le minimum. 4, ça semble être idéal quand on veut être performant. Entendez bien dans ma bouche, performance et s'accomplir. Et du coup, je vais avoir des séances. J'ai à minimum 2 séances de corps. Alors, corps, c'est. Je suis un amoureux de la langue française, mais dans la préparation physique, la langue française n'est pas du tout adaptée. Gainage, moi, je comprends pas. Je vois mon arrière-grand-mère avec un truc autour de la taille et ça me parle pas. On parle C'est bon, ça. de corps. Bonne gaine. Corps, ouais, c'est ça. On parle de noyau, donc Ouais. au moins deux dans la semaine, ça c'est le minimum que je conseille à tous nos auditeurs. Et puis une séance dite spécifique, mais qui va être une troisième séance de qualité. Donc je reviens, j'ai mes 3 séances sur mes 14 jours de qualité, donc 2 à pied, 1 en renforcement, voire le microcycle d'après, 2 avec du renforcement et de la course, puis une pure de course. Ok. Mais ça va aussi varier en fonction. Je suis en cycle de développement de ma puissance aérobie ou je suis Oui, ça en dépend de ton spécifique. objectif. tout à Exact. fait. Et puis ça dépend du moment de l'année. Yodu l'a dit très très bien. Il y a un moment de l'année où il faut refaire les fondamentaux. Ouais. Et d'ailleurs, pour ça, j'aime bien l'analogie de la maison. Il ne viendrait à personne de construire une maison sans faire de fondation. Mhm. C'est la même chose pour l'entraînement. Si vous ne faites pas de fondation, donc si vous ne passez pas par des choses qui vous font pas funny, qui sont pas super funny, clairement, vous allez très vite stagner, voire régresser, Ouais. voire vous blesser. Eh oui. C'est ça la grande Et crainte, une c'est de se blessure, c'est blesser. repartir à zéro. C'est ça. Mm. Et je rappelle, la blessure, c'est une erreur d'entraînement. C'est pas de chance. Eh ouais. J'ai écouté, vous aviez reçu Florent Allier, qui est un enseignant de la clinique du Ouais. coureur, et il le rappelait très bien. Quand on se blesse, c'est pas de chance. Non. Vraiment, je m'excuse pour les auditeurs qui nous écoutent, Mm. mais dans 80% des cas, vous avez trop vite, trop fort, trop longtemps. Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur. Ouais. Yodu, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu entends depuis tout à l'heure? Est-ce que tu es plutôt en phase avec Seb, notamment sur cette notion d'arrêter les plans semaines et de voir un peu plus loin pour construire un vrai plan et comme ça avoir une vraie vision sur ce qui t'attend? Ouais, alors après, ça c'est sûr que le plan d'entraînement, c'est quand même la base du coureur. Et effectivement, avoir enfin, dans une logique de plan d'entraînement, de carrière, d'objectif, avoir un plan sur le long terme et avoir effectivement des semaines peut-être plutôt à des visions à 2 semaines, c'est quand même la base. Tu vois, tu t'entraînes pas sans un plan d'entraînement cohérent et adapté. Effectivement, il y a des périodes qui se prêtent plus ou moins au renfort. Mais effectivement, pour moi, le renfort et le renforcement, comme il l'a dit Seb, c'est un peu l'assurance vie du coureur. C'est-à-dire que tu vas moins te blesser, tu vas être plus efficace, tu seras meilleur et tu perdras pas de temps. Et effectivement, il faut. Le problème du coureur d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que effectivement, on parle toujours des réseaux sociaux qui sont un atout, machin truc, mais des fois, j'ai l'impression que la Strava t'oblige à faire que courir. C'est-à-dire que si tu mets renfo, tu vas avoir 5 likes. Tu mets footing 12 bornes à telle allure, tu vas avoir 20 likes. Ah ouais. Et j'ai l'impression que chez certains coureurs, ça joue. Donc honnêtement, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi casser et bien prendre conscience que certes on est des coureurs, mais on ne fait pas que courir. C'est-à-dire que la base du renforcement est hyper importante. Et après, ouais, c'est vrai que moi, je le vois même dans mes prépas marathons. Le travail de gainage, ce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, ça, ce problème de stabilité, c'est super important et c'est quelque chose que tu dois travailler 3 fois semaine et qui doit même être ta routine quotidienne. Mais il y avait un aspect que j'avais déjà évoqué moi dans mes prépas marathons, c'est j'essaye quand même de toujours, quand je fais beaucoup de volume, de garder un peu de travail de pliométrie via de la corde à sauter, via des choses comme ça, des petits bondissements, pour toujours trouver cette qualité de pied, même quand je cours doucement. C'est-à-dire qu'à la fin d'un footing où j'ai couru à 5 au kilo, moi je vais faire un peu de corde à sauter pour essayer de toujours dynamiser un peu ma voûte plantaire, dynamiser mes pieds pour essayer de garder ça. Et ça, c'est des petites choses que les gens peuvent mettre en place, c'est des petits conseils qui sont
qui mangent pas de pain et qui peuvent justement te garder cette espèce de travail de renfort un peu, même après des footings ou dans des périodes qui sont des prépas spécifiques, quoi. Et ça aussi, c'est une idée reçue à casser. On travaille sur une séance d'endurance fondamentale, par exemple. Ça- Ouais, clairement. Ah oui, Ouais, clairement, et puis ce que vient de dire Yodu, c'est très juste. Je le pondérerai pas pour contrer ce que dit Yodu, mais peut-être que la corde à sauter pour les gens qui seraient débutants, il faut être- ou je leur ferais faire avant plutôt qu'après, parce qu'on a quand même déjà tissé. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui font leur séance de 10 x 400. Je reprends cet exemple un peu caricatural, mais c'est ça. Tu sais, qui font leur séance de 10 x 400, puis à l'été, puis après ils vont courir pieds nus parce qu'ils ont la sensation que ça les aide à récupérer. Sauf À qu'en fait, tu récupérer. viens de mettre un stress tellement important à part sur après les tout, séances, sur tout ton corps, sur tous tes tissus, que d'aller courir pieds nus juste derrière. En fait, si tu veux courir pieds nus, peut-être cours avant, parce que ça va permettre justement de travailler ton pied, et De je suis stimuler, complètement fan de ça. Et d'ailleurs, dans mon livre, le premier chapitre, on parle de pied. Ouais. Là, si on parle de renforcement, on doit Travail du d'abord pied, ouais. La d'abord technique de c'est course. ça. technique de C'est course, ça. mais aussi le renforcement des muscles intrinsèques du pied. Exactement. Quoi que raconte l'industrie du running, si on n'a pas un pied fort, quelle que soit la chaussure dans laquelle on glisse notre pied, s'il n'est pas assez fort, ça sera Ouais, carbone, le- pas carbone, mousse ou pas tout à mousse, fait, peu tout à fait. importe. Il y a un moment des tissus dans ton corps qui vont ramasser. Ouais. Et donc le pied doit jouer son rôle. Et je reviendrai sur ce qu'il a dit par rapport à Strava, c'est tellement juste. Je voudrais rappeler aux auditeurs qui ont Strava que vous avez 80% de chances de vous blesser en plus que ceux qui ne l'ont pas. C'est une vraie étude qui a été menée sur des cyclistes. Et on Pas parle de une bonne pub cyclistes. pour Strava, ça. Non, Mais ah non, c'est c'est bon, ça. mais non, mais ça démontre une chose. Eh oui, il a envie de prouver, il a envie de montrer. Exactement. Ah, c'est ça, ouais. Tu sais, les easy jog à 4,15 au kilo, Ouais, voilà, ça c'est ça. marche Bien pas. sûr, bien Ou sûr. tu bats tous tes PR, ça marche pas, les gens. Bien sûr. Donc Strava est un super outil, Ouais. vraiment pour justement pas leur faire de tort. Mm. C'est un super outil, sauf que effectivement. Comme c'est la course à celui qui en fait le plus, et il a raison, si tu mets une séance de corps, personne Mais va te liker. Tu me parlais de responsabilité, c'est pas la responsabilité de Strava qui amène Ah les non, blessures. clairement pas. Non, oui, bien Strava, sûr. c'est un réseau social de coureurs. Ah ouais. Enfin, moi, je suis même pas là pour les Ouais. défendre parce Ouais, qu'on n'a ouais. aucun intérêt avec eux. Mais Strava, c'est le lien de tous parce que tous, quand on est engagé sur une prépa, on va tous voir ce que font nos potes. Ouais. Mais c'est pas Strava qui vous blesse non plus. Non, Et vous, c'est votre pratique. Non, c'est qui ça, vous- ouais. c'est l'ego c'est ça. qui Bien sûr. dit ah là là, mais Yodu disait un truc très très juste, et j'ai une histoire par rapport à ça. Je fais faire, après un de mes cours, je fais faire un run and renfo, parce que après mes cours, moi j'aime que les gens pratiquent et puis se découvrent. Mais si tu pars juste pour un footing, tu sais, si tu pars en groupe de 40 et tu finis en groupe de 1, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens parce que tout le monde n'a Ouais. pas le même niveau. Bien sûr. Et comme moi, j'aime qu'on fasse du sport tous ensemble, donc on a fait un run and renfo, c'est 3 minutes de course, 1 minute où on s'arrête, où on fait de la mobilité, parce qu'on en parle de renforcement, mais la mobilité est fondamentale dans le renforcement. Et puis, on tourne mobilité, renforcement. Au début, j'ai quelques kinés là qui viennent me voir, me dire ça m'embête un peu ton truc là. À la fin du histoire vraie, hein. À la fin du run, ils viennent me voir, me dire en fait c'était super parce que on n'a pas vu le temps passer. Au final, on a quand même fait du renforcement, c'était génial. Je les recroise le lendemain, véridique. Et là, je les vois faire la tête. Alors moi, je les chambre un peu. Je leur dis je vous ai cassé vos petites pattes arrière hier, donc du coup, vous avez mal partout. Et ils me disent non, c'est juste que sur Strava, on s'est fait chambrer parce que en 45 minutes, on a fait 4 km. Ah oui, d'accord. Et donc, tu vois la Ah force oui, d'accord. du réseau et qui va et de ton ego. On parlait d'intensité. Tu parles de mixer le renfo et la course à pied. Est-ce qu'on peut... Nous, on ne le conseille jamais en course à pied de caler 2 séances d'intensité l'une après l'autre. Est-ce que c'est pareil entre le renfo et la course? C'est exactement la même chose, sauf si tu es un athlète élite ou que tu as de l'expérience dans le renforcement. Je m'explique. Il y a une Question notion- plus vulgaire et Ouais. plus simple. Ouais. J'ai une séance de seuil ou une sortie longue le dimanche. Ouais. Le samedi, en pré-fatigue, je fais pas de renfo. Enfin, Ça pourrait être intéressant. ça Dans peut- ce sens-là, ça pourrait être intéressant. C'est comme ça que j'allais répondre, c'est-à-dire que si vous voulez mixer les deux, placez toujours le renfort avant. Jamais nous- après, ouais. Non, parce que tu sais, c'est à nouveau, je fais la caricature des coureurs hors stade qui font leur séance de 400, puis après, pour se donner bonne conscience, vont faire 10 minutes de gainage. Ok. En vrai, c'est bien, ça me fait plaisir qu'ils en fassent, mais dans l'utilité et dans l'efficience de l'exercice, c'est un peu dommage. Il aurait fallu le faire avant. Pourquoi? Parce que les substrats que tu utilises quand tu fais de la puissance aérobie, de la VMA, c'est les glucides. Et que le substrat numéro 1, quand tu fais du renforcement, c'est des glucides aussi. Et donc, du coup, tu vas faire une séance de gainage sur lequel tu vas développer très peu ou trop peu de qualité par rapport au temps que tu vas passer à faire du gainage. Donc, si vous en faites, de gainage, hein, je l'ai dit, hein, donc j'ai mes oreilles qui saignent. On pense à ta grand-mère. Faites-le un petit peu avant. Et donc, tu parlais de ta séance de seuil du dimanche. Fais ton petit circuit training le samedi. Et peut-être que le dimanche, tu avais prévu 2 fois
2 fois 5 km au seuil, bah, peut-être que tu feras que 2 fois 4 parce que tu auras eu cette pré-fatigue-là et ça ne sera pas délétère. Parce que ça, c'est dur aussi pour les coureurs. Ils se disent, si je fais du renfort et que le lendemain, je veux faire une séance de qualité, J'ai mal aux cannes, pas de J'ai sensation. mal aux cannes, Ah ouais, ce sera oui, plus c'est dur. exactement ça. l'allure sera pas tenue C'est et ça. Ah ce ouais. sera déceptif Et après, mentalement, ouais. C'est ça le truc. Ouais. Donc, en c'est- fait, comment trouver cet équilibre? C'est que il faut déjà Faut se faire convaincre confiance. soi-même que c'est utile et que même si les allures sont un peu abaissées, ben, le corps a plus travaillé avec ce mix de 2 séances. Je vais même aller plus loin et tant pis si je choque, mais c'est pas utile, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver le dimanche avec des sensations. On parle du marathonien, les sensations que tu as à partir du 25e ou 30e kilomètre. Ouais. Tu Du- recrées sauf des... que- Et Johan a beaucoup bossé dessus Eh oui. en tant qu'athlète. Hein. Ouais. Et du coup, à nouveau, ça donne raison au titre du livre, c'est-à-dire t'en fais moins, Ouais. mais les sensations que tu as le lendemain, oui, effectivement, elles sont pas bonnes. Mais est-ce que tu veux être fort à l'entraînement ou fort le jour de la c'est course? ça. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on Et explique. t'as raison. C'est t'as qu'en raison. fait, oui, déjà peut-être dans une préparation marathon, partons sur des intensités plutôt que des allures. Puis après, en fonction de mes intensités, je constate que je cours à telle allure. Et après, dans la deuxième partie de ma préparation marathon, je peux ne pas me mentir. Tu sais, il y a tellement de plans d'entraînement. Tu veux faire 3h30 au marathon? Ouais. Ce plan. Mais- Exactement. Enfin, et si t'as pas les capacités, c'est un peu stupide Ouais, de se mentir. bien C'est aussi les déceptions dans le marathon, c'est souvent des gens qui ont fixé un objectif Trop. beaucoup trop haut Ouais. et qui se sont pas écoutés et qui ont passé les séances. Ils les ont passées, mais en vrai, c'était passer une séance à X km/h sur 15, 20 ou 30 bornes, c'est ok, mais c'est pas ça vaut T'as pas raison. le marathon. Est-ce qu'on va faire un marathon à l'entraînement? La réponse est non. Donc du coup, cette pré-fatigue est utile Ouais. pour tous les coureurs. Et tu l'as beaucoup fait. Hein. Moi, ça fait des années que je te suis, Johan. J'ai vu des prépas marathons où tu axais sur de la pré-fatigue en veille de sortie longue, par exemple. Ah oui, non, mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que ce qui est compliqué sur le marathon, c'est d'aller un peu explorer et de toucher cette zone qu'on ne connaît pas, qui est au marathon, ce qui va se passer entre le 30e et le 42, tu vois, à réussir à maintenir l'allure avec des cannes complètement pétées, avec un cardio un peu haut, avec un niveau de carburant au plus bas. Donc effectivement, ouais, c'est quelque chose que je fais régulièrement, surtout maintenant. J'ai repris un peu avec mon coach, on s'est un peu inspiré aussi de ce qui se fait en trail avec les fameux blocs choc, là, ce qu'ils appellent Weekend choc. les week-end chocs. Et nous, on a essayé un peu de copier ça. Donc ça m'est eu arrivé dans mes prépas de faire le vendredi soir du tempo, le samedi du renfo avec encore un peu d'allure. Ou une muscu, et le dimanche ta sortie longue avec les cannes un peu pétées et un peu fatigué de cet enchaînement là. Et c'est vrai que pour le coup, justement, il faut avoir confiance en ça et se dire que effectivement j'aurai des mauvaises sensations, effectivement je vais peut-être pas tenir les chronos dans la facilité, mais par contre, je vais un peu toucher du doigt ce qui risque de m'arriver au 35e kilomètre du marathon, tu vois, essayer de maintenir ton niveau d'exigence, ton chrono et tout ça, alors que musculairement, tu es complètement haché, cardiaquement, tu es sec. Et donc, effectivement, ouais, je trouve que c'est un moyen d'aller justement préparer son organisme et son corps à ce que tu vas retrouver dans l'effort d'un marathon. Ouais. Seb, essayons de casser le frein de ceux qui se disent je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire le renfo par 2 axes. Le premier, c'est de dire qu'on peut faire des choses simples et que ça prend pas forcément 1 heure à chaque fois. Et le deuxième, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent le renfo, ça a une limite, c'est que si je veux vraiment progresser, ça doit être avec de la charge et je dois aller à la salle. Et là, c'est une contrainte de vie supérieure. Alors, ta première remarque, elle est très juste. Hein, 10 minutes par jour, ça peut largement suffire et tout le monde peut trouver ces 10 minutes par jour. Oui. C'est pas vrai qu'on ne peut pas les trouver. L'autre, peut-être pour répondre aussi à ça, c'est de dire le run and renfo ou les séances, moi, que j'appelle séances simulation, c'est justement tu cours et tu t'arrêtes toutes les X minutes parce que c'est comme ça, t'auras, en fonction du moment dans lequel tu es de ta préparation. Je suis en développement de puissance aérobie, je peux faire de la plio, mais si je suis en endurance fondamentale, je fais plutôt de l'isométrique, donc de la chaise par exemple, hein, mais il y a plein d'autres exercices. Donc déjà, faites des exercices très simples que vous maîtrisez, ça c'est une certitude. Et après, pour le public qui nous dira ouais, mais il faut que j'aille en salle, il faut qu'ils entendent, et ça c'est pas Seb Cornette qui le dit, et École de Trail, c'est aujourd'hui la science, elle démontre ce que je disais tout à l'heure. On a tout intérêt, tous, vraiment tous, à faire du travail avec charge additionnelle. C'est important. Quand tu as dit ça, justement, tu as les gens qui vont dire aller dans une salle, prendre un abonnement à l'année, je les rassure. En fait, moi, je te conseille aux gens, prenez juste 12 semaines, au début de ta saison là.
Faites-vous encadrer d'un coach, si possible, si vous ne connaissez pas les exercices. Ça, c'est quand même le premier point, parce que vaut mieux ne pas faire que faire mal. Ça, c'est une Ouais. certitude. Mais la charge additionnelle, c'est aussi aller chercher, peut-être pas des charges max pour l'athlète débutant, mais en tout cas avoir une charge externe qui lui permet d'avoir une contrainte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va l'aider à gagner en force. Et un développement de la force, dans la théorie, c'est 6 semaines. Donc si tu prends tes 12 semaines, que tu te fais 3 semaines un peu d'endurance de force avec les exercices de base, basiques, avant d'ailleurs de partir sur de la pliométrie, donc tu t'habitues à ça, puis après tu fais ton cycle, un petit cycle d'hypertrophie, parce qu'il faut quand même faire un petit cycle d'hypertrophie, puis après tu fais tes 6 semaines, et après tu t'achètes une kettlebell à la maison, et ça suffira. Pourquoi? Parce que en fait, une qualité est difficile à développer, donc là tu vas y consacrer, allez, 10-12 semaines, mais une fois que tu as fait ça, bah, bonne nouvelle, tu arrêtes ton abonnement, et tu t'achètes juste, ou alors, moi j'ai des athlètes qui ont des packs d'eau, enfin tu vois, tu peux Ouais. faire de l'entretien. Alors est-ce que c'est optimal? La réponse est non. Non, Mais bien sûr. pour les gens qui sont Bien sûr. vraiment totalement débutants et qui se disent, ben, ok, en fait, j'ai pas besoin de passer tant de temps que ça. Et je m'excuse, mais on n'a pas le choix tous que de passer face à une contrainte de charge externe, parce que ça a une vraie amélioration sur notre santé, juste notre santé Ouais. et bien-être. Quel est ton avis sur l'électrostimulation, par exemple? Euh, L'électrostimulation tout seul. Aujourd'hui, les papiers objectifs, qui ne sont pas sponsorisés par les marques d'électro, vont dire que c'est pas mal pour même pas entretenir, en fait, garder un stimuli. Par contre, si tu fais de l'électrostimulation et en même temps tu fais les exercices, là il y a un intérêt. Ah non, bien sûr, oui. Il pourrait y avoir un intérêt. Pas allongé dans ton canapé avec l'électro sur les Avec les abdos. chips C'est dans ça. la poche. Ouais, c'est exactement ça. T'es en train de boire du coca? Non, pas du tout. Mais du coup, si je dois donner un conseil, je dirais plutôt aux gens, acheter 2-3 kettles à la maison plutôt que d'acheter de l'électrostimulation. J'ai pas de biais avec les kettles et j'ai pas de biais avec l'électrostimulation. Il y a un avantage financier certain. Quand même. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux acheter quelques packs d'eau plutôt que de l'électrostimulation. Donne-moi des exemples de séances concrètes, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Allez, je m'y mets, qu'est-ce que je fais exactement ?» Eh bien déjà, bien comprendre que le renforcement est corrélé au temps dans lequel je suis dans ma saison. Donc on reprend la planification, on est en début de saison, faites des exercices très simples type chaise, en tout cas des contractions isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, pour éviter de te blesser. Parce qu'on sait qu'en isométrique, on développe quand même une notion d'endurance de force, donc ça c'est très intéressant. Et il faut savoir que la théorie dit que l'isométrique c'est 110% de notre 1RM. Alors pour ceux qui nous écoutent, le 1RM c'est la charge que vous arrivez à soulever par exemple sur un squat une seule fois, et c'est votre force maximale. Ok, du coup, commencez par des circuits en 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, chaise, fente isométrique, planche, tous des exercices vraiment basiques. Mollet aussi, parce que souvent on oublie mollet en isométrique. Et mollet, c'est peut-être le plus simple à travailler. Exactement. Avec une marche. Alors, en isométrique, dans un premier temps, tu peux te mettre vraiment, je conseille de faire au moins 4 semaines que d'isométrique. D'accord. Que des exercices isométriques. Okay. Puis après, encore 4 semaines où les exercices que j'ai faits, je les couple avec du concentrique, donc c'est-à-dire avec du mouvement là. Donc on reprend le mollet, je suis face au mur, je reste 30 secondes face au mur, puis après j'enchaîne avec 10 montées sur pointe de pied par exemple. Pour mes fentes, pour ma chaise c'est pareil, je fais 30 secondes de chaise et 20 secondes ça pourrait suffire pour ceux qui n'arrivent pas à tenir 30 secondes. Et puis après j'enchaîne par 10 squats, puis je me garde toujours le temps de travail est intéressant en renforcement. Et une fois que j'ai fait ces 8 semaines là, là je peux aller vers des exercices un tout petit peu plus complexes. C'est là que moi je conseille d'aller en salle, mais si je ne vais pas en salle, là je peux commencer à mettre seulement de la pliométrie. La pliométrie, c'est les squat jump, les montées sur box. La course à pied, c'est de la pliométrie. C'est pour ça que le premier des piliers dans l'école de trail, c'est le renforcement. Parce que la course à pied en elle-même, c'est de la pliométrie. C'est déjà le renforcement le plus dur. Donc voilà, d'abord isométrique, après isométrique concentrique. Et puis après, tu peux partir sur, pourquoi pas, une petite phase aussi d'excentrique. Par exemple, une fois que tu as fait ces 8 semaines, tu peux coupler tes squats, au lieu de les descendre en 1 seconde, tu descends en 3 secondes. Même à poids de corps, ça a un effet justement sur le développement de la force. Est-ce que c'est là les préparateurs physiques qui vont nous écouter vont dire attends, mais pour un athlète débutant, clairement, la phase de freinage d'un mouvement va allonger le muscle en même temps qu'il se contracte. Donc on est sur une production de la force qui est là estimée à 120%. En clair, je soulève 100 kg, j'arrive à soulever et à relever 100 kg sur un squat, et j'arriverai potentiellement à freiner 120. Le gainage statique a peu d'intérêt. T'aimes pas le gainage, t'aimes pas le statique. Si, au début. Tu mets de la planche, tu fais ta chaise, tu fais ta planche, tu fais t'es sur pointe de pied, puis fente, 4 exos, ça c'est pas mal. Et là tu répètes ça 3 fois, donc tu vois, ça fait même pas 10 minutes ce que je viens de te donner. Et puis après,
une fois que tu es sorti de cette phase-là, la planche, elle est plus très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rendre le renforcement fonctionnel. C'est pour ça aussi, quand j'arrive à convaincre les coureurs de faire du renforcement, très vite, ils vont vers de la pliométrie, très vite, ils vont vers des Parce que c'est exercices. plus facile à faire. Non, c'est surtout que comme c'est plus complexe, ils se disent, ça, c'est plus spécifique. Ouais. Il faut partir du postulat qu'à partir du moment où tu attaques le renforcement, tu es débutant. Ouais, Et bien sûr. imaginons, Yodu Part de zéro. Ouais. exactement, n'aurait jamais fait de renforcement, je lui dirais d'abord commence par de la chaise Ouais, et c'est ça ça. sera ok. Ouais. Et si t'en as jamais et c'est pas grave, c'est pas délétère. Et puis après, pour remplacer la planche ou le gainage classique, je vais rajouter des climbers, des mountain climbers avec des flexions de hanches. Ouais. Et je deviens plus fonctionnel pour le coureur. En fait, Comment tu sais à quel moment tu planifies tes semaines vraiment? ouais. J'ai mon Et tu as une mésocycle. progressivité dans ta planification. Tu as une Clairement. durée de 8 semaines. Ouais. Tu vas augmenter la durée ou l'intensité? 4 et 4. Tu vois, j'ai fait 4 semaines d'isométrique, donc je vais commencer par 30-30. Je vais garder ma minute en repère et je vais faire 40-20. Puis après, la semaine d'après, 45-15. D'accord. Là, pour jouer sur Ok. mon endurance aussi. À nouveau, ça va m'aider à être plus endurant quand je vais aller courir. Il est à 57,3 quoi. 3 secondes de récup, c'est. T'essaies de te challenger en Ouais, tout cas c'est pour ça. faire. Après, quand tu arrives à 1 minute, tu prends 15 secondes de récup. Bien sûr, tu bien restes sûr, bien sur ces 15 secondes de récup. Mais que les auditeurs l'entendent bien, si vous avez 4 exos et que vous répétez ça 3 fois, ça vous fait au max 15 minutes Ah, tu vois, d'effort. ça rassure, c'est sûr. Et c'est- 15 minutes d'effort. Et ça 2 fois dans ta semaine. voilà. Et encore, je suis gentil. Oui, Moi, je 2, rajouterais voire 3 fois. un corps en plus, Ouais. abdos là, ciblés par semaine. En rappelant ce conseil que de le faire une fois de temps en temps, ça n'a aucun intérêt. Ouais, Si ça- tu mets pas de régularité, Non, voilà. non. Et c'est comme tout en fait. Si tu vas courir, c'est pareil, les gens qui nous écoutent, et peut-être qui nous écoutent là le week-end, ils sont en train de faire leur sortie longue du week-end parce que c'est la base. Je leur conseille de faire un tout petit peu moins le week-end et d'en faire un peu tous les jours. Ouais, Parce que en fait, ça à nouveau, c'est comment dire, c'est un conseil de santé en fait. ouais, bien sûr. Yodu, un truc à rajouter sur tout ça, sur le renfort, sur la régularité, la pliométrie? Non, la régularité, c'est clair que c'est la base, hein, il le dit très bien, et c'est sûr que vaut mieux y aller un petit peu à chaque fois et en faire assez régulièrement que ne rien faire pendant 2 semaines et une fois aller faire de la force max pure en salle pour faire le goré là, et après plus rien faire pendant 15 jours. Donc non, soyez intelligents, c'est comme tout. C'est ça. Dernière question pour toi, la gestion de la courbature. Justement, ça peut faire peur. Est-ce qu'on peut travailler sur de la courbature? Est-ce qu'il faut toujours être attentif aux signaux envoyés par le corps? C'est fondamental d'être attentif à son ressenti, ça c'est fondamental. Et le conseil, c'est de dire, si tu as des courbatures 3 jours après ta séance, c'est que ta séance était trop dure. Ah, pas mal ça. Ça, c'est un point 3 important. jours après. Ouais, 3 jours. Si au bout de 3 jours, tu as encore des courbatures, c'est clairement que ta séance, elle était trop T'es allé trop loin, trop loin. trop fort. Ouais. Peut-être qu'il y a eu une charge externe que tu n'as pas vue. Peut-être que là, le coach ou toi, tu t'es mis une séance un peu trop difficile. Ok. Accepte quand tu vas refaire cette séance-là, de la réduire parce que tu n'as pas laissé assez de temps à ton corps de s'adapter. Qu'on ait des courbatures, c'est à peu près logique. Hein. Oui, bien sûr. On a la chance 48 d'avoir un grand heures. champion. Je suis sûr qu'après certaines grosses séances, ou encore plus quand tu es en reprise, tout le monde a des courbatures. Il faut rassurer aussi tout le monde. Ah, lui, c'est pire. Il n'y a pas un jour où il se lève où il a pas mal. Mon corps a une courbature. Ouais, donc, c'est ça. C'est ça, donc la courbature est logique. Le lendemain d'une séance un peu de qualité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit à pied ou qu'elle soit en renforcement, toujours avoir une activité douce. Justement, ne rien faire, c'est pas aider l'organisme à on récupère pas. récupérer. Ouais. Et récupérer peut-être à J+2. Ça, c'est pour ça que le mardi, jeudi, week-end, ça marche pas. Ouais. Et oui, travailler sur la courbature, ça peut être intéressant pourvu que celle-ci soit pas trop longue dans le temps. Exactement. C'est bon, sans douter. C'était passionnant. Reste avec nous. On passe au bon plan matos. RMC, Le bon plan matos. Et ça vous fera peut-être penser à vos enfants, mais ça peut vous plaire à vous, surtout si vous en avez ras-le-bol des gels, notamment énergétiques en course à pied. On accueille la marque Andros aujourd'hui et son directeur général Andros Nutrition, Arnaud Rapp, qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue, merci Bonjour. beaucoup d'être là parce que on voit le développement d'Andros dans le milieu de la course à pied. On parlait du trail tout à l'heure avec Sébastien Cornette qui est avec nous aujourd'hui, mais de la course sur route aussi. Un vrai enjeu pour Andros, donc d'aller convaincre les coureurs et d'apporter donc une alternative fruitée à ces gels que personne n'apprécie finalement. On permet aux sportifs de ne pas avoir à choisir entre performance et plaisir, Ouais. dans la mesure où on a pensé à l'ensemble des besoins de la nutrition du muscle. On parle bien de nutrition de l'endurance, hein, Ouais, bien sûr. voilà, dans ce cas précis. L'ensemble des besoins nutritionnels du muscle, l'énergie qui va bien avec les ratios glucidiques nécessaires, la recharge minérale, les antioxydants qui vont vous permettre de travailler un petit peu plus longtemps.
Et ceci avec le maximum de fruits, hein, pour le plaisir des fruits, la possibilité d'être moins saturé dans le temps, en particulier sur les efforts longs. Et la nature étant bien faite, ces fruits-là permettent d'apporter autant d'antioxydants naturels que possible. Puis Arnaud, il y a Voilà, un c'est ça qu'on aspect, fait. il y a un aspect gustatif aussi, c'est-à-dire qu'on prend tous plus de plaisir à manger une compote comme ça, même si elle est un peu boostée énergétiquement, plutôt qu'un gel qui peut parfois avoir un goût un peu chimique, quoi. Tout à fait, ça c'est clair. Et c'est vraiment la rencontre entre les sachants de la nutrition, je parle de professeurs de PUPH en nutrition du muscle, et le savoir-faire classique d'Andros, à savoir rendre le fruit aussi désirable que possible. Ouais. Seb, toi, tu me disais que c'est une alternative que tous les trailers adoptent désormais. On ne se contente plus du gel énergétique, on va plutôt chercher justement ça, de la compote. Tout le monde apprécie ça et c'est quelque chose qui est très développé. Ouais, ça se démocratise de plus en plus et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le monsieur, je me rappelle plus du nom, je Arnaud, m'en excuse ouais. Arnaud. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait cette notion de plaisir parce que c'est déjà assez difficile les défis qu'on se fixe si en plus on passe des heures, alors là je parle de trail en montagne et qu'en plus on n'a pas envie de manger ce qu'on doit absolument, parce qu'on rappelle, hein, c'est une énergie, on a besoin d'essence si on doit schématiser, mais ouais, c'est de plus en plus sur les courses, on voit fleurir ici ou là les purées qui sont efficaces. Ouais. Parce que Arnaud, là, nous, on a parlé de trail, mais on se concentre plutôt sur la course sur route, hein. C'est la majorité des personnes qui nous écoutent qui se concentrent là-dessus. En plus, vous êtes partenaire des 20 km de Paris, donc là, on s'adresse à du semi-marathon, entre guillemets, un effort au seuil. On en parle souvent avec Johan. L'enjeu, il était là pour vous aussi, c'est que le gustatif, c'est bien, mais il faut un produit facile à ingérer et qui ne va pas causer de problèmes de troubles gastriques, par exemple, non plus. Ouais. Ah, tout à fait. La base, on parle bien de nutrition sportive. Donc, Bien le sûr. minimum syndical, c'est atteindre la performance. Ouais, c'est Sinon, vous sûr. n'avez pas besoin de nutrition sportive. Je précise que nous, on s'adresse à l'ensemble des sportifs. À l'ensemble des sportifs, pardon. Je ne sais pas ce qu'en pensera votre invité, mais pour la plupart des sports d'endurance, les besoins nutritionnels sont les mêmes. Éventuellement, en fonction de l'intensité et de la durée, je prends un peu plus. Mais que vous fassiez du foot, du tennis ou du marathon, globalement, votre corps, c'est le même et il a besoin à peu près des mêmes choses. Néanmoins, nous sommes intéressés en particulier par les sports d'endurance individuelle, tels que la course sur route, mais aussi le trail ou le triathlon, parce que c'est vraiment là que vous faites votre preuve en tant que marque. C'est là que vous tirez le plus de votre corps. Si votre offre est efficace ici, elle le sera partout. Johan, qu'est-ce que tu en penses de l'alternative compote? Est-ce que tu le vois c'est aussi pas mal, ouais. se développer comme ça dans Après, les il y a, pelotons? il y a aussi un truc qui est tout simple, mais qui paraît bête, mais c'est le packaging avec le bouchon. C'est-à-dire que Ça, c'est vrai. la problématique du gel, c'est que quand tu veux en prendre que la moitié, t'en prends. Et ben après, T'en as plein les doigts. après, ça remplit ta poche et tes doigts, C'est bon, sur la la fin de banane. partie du gel. Pour le coup, le packaging comme ça, avec des bouchons, bah, tu refermes et puis tu remets dans ta poche et tu reprends un quart d'heure plus tard, tu vois. Et ça, je trouve que voilà, d'un point de vue juste logistique, coureur, le fait de pouvoir refermer le paquet et de le remettre dans sa poche, c'est quand même mieux qu'un gel classique où, comme tu le dis, à part t'en mettre plein les doigts et plein la poche, c'est un peu plus compliqué, ouais. Vous avez raison, Arnaud, la banane dans la ceinture, c'est pas très pratique à 20 km/h pour Johan, quoi. C'est ça le truc. Alors, je précise toutefois qu'on propose également des gels qui ont quand même l'intérêt d'être extrêmement concentrés en glucides. Ouais. Mais vous verrez, je vous propose de les déguster à l'occasion. Vous verrez que le fait de mettre plus de la moitié de fruits dans le contenu du gel, ça a vraiment un effet plaisir, un effet moins saturant qui est extrêmement précieux et qui permet d'avoir 100 kilocalories dans 40 grammes. Donc, ce qui est à peu près ce qu'on recherche généralement dans un gel sportif. Et je précise également, vous parliez de digestion tout à l'heure. Ça, c'est clair, hein, j'ai plus les stats, mais je crois que c'est plus de 20% des abandons en course qui sont liés à des problèmes digestifs. C'est un sujet auquel on est particulièrement attentif, évidemment, dans cette catégorie-là. Et nous, on fait en sorte de rendre les gels aussi digestes que possible, en faisant attention au ratio glucose-fructose, où on vise généralement 1 pour 1 et pas plus de fructose. Deuxièmement, on a tiré un trait sur les maltodextrines, qui sont un ingrédient de base de cette catégorie-là, qui sur le papier sont un super carburant en termes énergétiques.
mais ont des effets délétères démontrés sur le microbiote. Or, un microbiote en bonne santé, tout le monde en a besoin, et en particulier les sportifs. Alors allons-y sur le cadeau que vous nous offrez aujourd'hui. Il y a 3 packs semi-marathon à gagner. C'est la période, parce qu'il y en a pas mal d'organisés en ce moment un peu partout en France. Il y a ce fameux 20 km de Paris. Vous êtes partenaire, nous aussi, donc c'est vraiment une course qu'on adore à RMC. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pack parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, tout n'est pas à consommer le jour J, quand même, j'imagine. Parce que je vois 3 gourdes de fruits, un gel, 2 gels boost, une gourde hydragel, une pâte, des gummies. Non, il faut équilibrer tout ça, j'imagine. La protéinée pour après. Ouais. En plus, là-bas, après, ça, c'est plus facile. Ça, alors, une fois qu'on arrive, c'est bon. Ouais. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça en permanence dans vos poches. Alors, sur le site et avec chaque pack, il y a le plan nutritionnel, c'est-à-dire prenez ça tant de temps avant, prenez ça dans le sas, ça vous prenez ça avec vous et vous gardez ça pour l'arrivée pour votre récup. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un joli pack, ouais. Donc oui, il y a donc les 3 gourdes, là c'est vraiment du fruit, vous pouvez le prendre avant, même au petit déjeuner. Après il y a les gels purs et durs, une gourde, une barre énergétique, des petits gummies, ça aussi ça marche bien, les petits bonbons comme ça à mastiquer pendant l'effort, et donc cette barre hyper protéinée pour l'arrivée. Où est-ce qu'on peut les trouver ces produits? Arnaud, vous êtes un peu partout chez les revendeurs de sport, sur votre site directement aussi? Tout à fait, alors vous avez 100% de la gamme en permanence sur le site Androsport. Ouais. Sinon, on est sur un peu plus de 1600 points de vente physiques en France aujourd'hui, que ce soit dans quelques enseignes de grande distribution telles que Carrefour, Leclerc, Monoprix, Auchan, mais également dans un certain nombre de points de vente sportifs chez Sport 2000, Running Conseil, Intersport, etc. Bon, vous êtes bien distribué, quoi. Choulanka, Vieux Campeur, oui, tout à fait. Si on veut en trouver, on peut, voilà. Ah, si vous voulez en trouver, vous trouverez sans problème. Et si vraiment vous voulez assurer le coup, vous pouvez regarder sur le site, vous avez un store locator pour trouver un point de vente près de chez vous. Eh bien, magnifique. Merci beaucoup, Arnaud Rapp, d'être venu dans RMC Running, et merci donc pour ces 3 packs semi-marathon Androsport à gagner cette semaine. Vous allez sur notre compte Instagram et puis ensuite vous avez toutes les indications, donc n'hésitez pas à participer au tirage au sort. Merci Arnaud, à bientôt. C'était un plaisir, à bientôt. Et un grand merci également à Seb Cornette qui était de passage à Paris. C'était super, comme d'habitude. Je vais terminer sur une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit: un corps faible commande, un corps fort obéit. Voilà, c'est comme ça, au moins ça motivera tout le monde à faire du renforcement. C'est du marathon, Jean-Jacques Rousseau? Je crois, ouais. Ok. Bon, merci Seb, c'était passionnant. Merci beaucoup. Franchement, à chaque fois que tu viens, on se régale. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu dans RMC Running. Un grand merci au maître Yodu. Merci Johan. Merci à tous. Et on est très excités de démarrer l'opération Valencia. On vous le rappelle, c'est l'événement la semaine prochaine. Nos champions jusqu'à l'un des marathons les plus rapides au monde. Ça va être fantastique de suivre les révolutions, donc soyez bien au rendez-vous. On va se régaler. Merci Seb, merci Yodu. Et quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.